Merci, merci Simon. Et je ne vais pas parler beaucoup, comme vous l'entendez. Désolé pour ça. Donc, ravi d'être avec vous cette année pour parler de ce sujet Hermine, qui nous avait déjà réunis l'an dernier. Et ce qu'on voulait, l'an dernier, on a expliqué un peu le projet, les idées qu'on avait derrière cette approche outillée d'une démarche de conformité à l'échelle de l'ensemble d'acteurs. Et le pari, c'était de le faire avec les utilisateurs finaux, les personnes qui ont vraiment besoin de ce type d'outils pour gérer en interne la conformité de leur projet open source. Et la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que les partenaires dont on fait partie, avec lesquels on a pu travailler durant toute l'année, vont pouvoir participer justement à cette présentation de là où on en est de la démarche. L'outil en tant que tel, il est disponible sur GitLab. La base de données est aussi en cours en tout cas, il est disponible pour partie. On est en train de travailler sur l'ouverture du reste. Et la démarche est vraiment une démarche communautaire. Donc c'est ce qui nous était vraiment important. Et donc je vais passer la parole dès maintenant aux autres membres du panel pour partager justement cette vision d'Hermine en tant que projet communautaire, ce que ça apporte au sein de l'organisation en termes de mise en place de processus de conformité open source et comment en fait le futur qu'on se donne de ce projet Hermine. Donc pour ça, Oui, bonjour à tous. Christophe Gelin, je suis en charge de l'open source programme au sein du groupe Orange. Effectivement, pour nous, ce projet Hermine, ce slide est assez symptomatique. C'est que souvent, la compliance open source, pour certains, c'est l'affaire des juristes. Pour d'autres, c'est l'affaire du je ne sais qui d'ailleurs. Bref, c'est l'affaire de personne, finalement, la compliance. Oula, mais ça, moi, je développe, c'est pas grave, on verra plus tard. Ça m'intéresse, c'est un petit peu, alors désolé pour l'anglicisme, mais souvent les personnes vont le voir de façon, c'est boring, hein, donc on verra ça plus tard. Et en fait, c'est tout l'inverse, il faut le voir dès le début. Et en tout cas, c'est notre conviction chez Orange. Alors, on a été un peu vaccinés, hein, pour ceux qui suivent l'histoire, c'est que le vaccin est arrivé il y a déjà quelques années, donc forcément, on a des anticorps. Mais malgré ces vaccins, les gens en interne se sentaient... C'est l'affaire de l'autre, on va dire. Et Hermine nous permet d'avoir cette conformité collective, c'est-à-dire de dire non, c'est l'affaire de tout le monde, pas que les juristes, pas que les développeurs, bien sûr, pas que les chefs de projet. Et travaillons ensemble pour définir des bonnes pratiques ensemble, communes, avec un référentiel qui ne tombe pas du ciel, mais qu'on a construit en commun, parce que bien évidemment, et c'est ce que nous amène Hermine, il y a une base qui est là, qui est présente, qui est prégnante, mais il y a aussi la vision d'Orange, en particulier sur tel ou tel point. C'est vrai pour les autres partenaires, mais donc on va pouvoir avec l'outil, et c'est ça qui est important pour nous, mettre nos propres règles en plus du pot commun qui est vrai pour tout le monde, de l'interprétation de ces licences. Et de ce fait, c'est aussi un point important pour nous, c'est pas un produit Orange fait par Orange pour Orange, c'est un produit avec d'autres partenaires. Et du coup, on partage les visions de ce qui est fait à l'intérieur. On partage aussi l'avenir, parce que les licences, il y en a de tous les jours. Et donc, c'est important. Donc, à la fois, faire un collectif interne, c'est ça mon résumé. Et c'est ça ce que nous permet Hermine. Un collectif interne à Orange, c'est l'affaire de tous, la compliance. Et un collectif externe, parce qu'on travaille avec d'autres partenaires, du coup, indirectement. Et ça, c'est un vrai plus pour nous. Alors en effet, je rejoins notre collègue de chez Orange. Chez OVH, on s'est également rendu compte que ça devait être traité de façon globale. Et en fait, très souvent, il y a un problème de compréhension entre les techs et entre les juristes. On n'a pas forcément le même vocabulaire et donc on a du mal à interpréter ensemble les licences, à savoir quelles sont réellement les règles qui doivent s'appliquer à tel ou tel développement. Donc avec Hermine, ça nous permet de discuter avec d'autres juristes, des autres partenaires. Il n'est pas assez près. Donc ça nous permet de discuter avec les juristes des autres partenaires et d'étudier ensemble les licences, libre à chacun après en interne de décider de sa propre stratégie, de ce qu'il est prêt à accepter comme risque en termes de licence. Mais au moins, on se sent moins seul parce que très souvent, les juristes open source ils sont très peu nombreux dans les sociétés. Donc ça permet de discuter à plusieurs et de partir sur une base juridique solide. Et puis c'est aussi un outil qui permet de se rapprocher des équipes tech en interne
pour s'assurer d'une meilleure conformité globale chez OVH. Donc, bonjour à tous, Philippe Tressard, donc je suis architecte data et je m'occupe aussi de la mise en place d'un OSPO à la DSI Enedis. Donc, on a découvert Hermine il y a à peu près 1 an. Et en fait, on a été très intéressé à la fois par le produit et la communauté pour monter en compétence sur la sécurisation du code open source. Alors, le REX, ce que je peux dire, ce que nous a apporté, ça fait à peu près pratiquement 1 an qu'on travaille sur la communauté Hermine. Et en fait, de par la structuration de la communauté Hermine en comité juridique, en comité technique, en comité, je dirais, de pilotage, nous-mêmes, on s'est structuré en interne sur cette même organisation. Et notamment, on a rapproché des acteurs qui dialoguaient pas naturellement. Et depuis, donc, on a un juriste dédié avec lequel on travaille. On a notre OSPO et puis on a les métiers qui commencent à nous connaître et qui viennent nous voir. Donc, il y a ce point qui est important. On monte progressivement en compétences. C'est un sujet pour nous qui est complexe. Et en fait, progressivement, on commence à aborder des sujets. Ça nous permet d'aborder des sujets de plus en plus complexes, notamment les projets quand ils viennent. Quelle licence je dois utiliser? Quelles règles je dois appliquer au sein de l'équipe de développement? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière quelles sont les obligations en fait? Et donc, toute l'organisation de la communauté avec toutes les entreprises qui sont là, ça nous a vraiment permis de monter en compétences. Et c'est vraiment ce qui est très positif, c'est que toute cette communauté d'entreprises qui ont la même problématique. Bonjour à tous, Lucien Baléa, je suis chez RTE en charge de l'open source. Alors côté RTE, quand on a décidé de s'attaquer au sujet de la compliance, c'est pas très ancien, on a commencé par avoir une petite démarche artisanale en utilisant des logiciels tels que Fossology et puis ORT, et puis essayer de voir comment industrialiser ça et passer à l'échelle. Alors sachant qu'on a eu pas mal de documentation et un peu de mentorship de la part de quelques grands acteurs de l'open source, mais on s'est vite confronté au challenge de transposer ça à l'échelle de RTE. Donc RTE, ce n'est pas une entreprise logicielle, nos activités logicielles restent relativement modestes, et on n'a pas les moyens de se payer une équipe de gestion de la compliance qui implique plusieurs personnes. Et donc, voilà, c'était un peu ça le challenge. Et ces retours d'expérience, en fait, on est vite arrivé à la conclusion qu'il y avait un enjeu d'automatisation et finalement de décentralisation d'une partie de la gestion des problèmes au niveau des projets pour dégrossir les choses, sachant que finalement, en gros, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin et que la plupart des sujets, en fait, très vite, on a une bonne intuition de comment il faut les traiter, ils ne sont pas problématiques. Et puis, il y a quelques petits nœuds un peu compliqués pour lesquels il faut aller chercher une expertise juridique qui est très rare aussi. Alors ça, c'est l'autre aspect, c'est que finalement, l'OSPO, quand la ressource juridique mise à disposition de l'OSPO, elle est rare et chère. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Donc automatisation, alors on se rend compte qu'on est sur des sujets sur lesquels la prise en main par les équipes de développement est d'une part pas évidente, donc il faut autant que possible automatiser ce travail d'interprétation pour rendre les choses claires, et notamment là où c'est vert, dire c'est vert, là où c'est rouge, attention, c'est rouge. Et puis l'autre enjeu, c'est qu'on s'est aussi rendu compte que une fois qu'on avait fait finalement le travail de mise en propre de la base initiale, les soucis apparaissaient le plus fréquemment dans les dépendances.
parce que c'est là où ça vit le plus. Et donc, il y avait aussi un enjeu de traiter le plus vite possible les nouveaux problèmes qui apparaissent dans les dépendances, parce que plus vite on les traite, et ben plus facilement on les évacue. Et quand on détecte un problème après un petit bout de temps et qu'on a construit sur la base de ce problème, ensuite pour tout détricoter et puis enlever le composant qui nous pose des problèmes, ça devient vite fastidieux et coûteux. Voilà, donc c'est une des grandes motivations, alors les autres sont aussi importantes, mais qui nous a fait rejoindre le projet Hermine, c'est de se dire on a besoin d'un outillage qui s'appuie sur des composants existants qui sont la référence, ORT, SPDX, etc., mais qui va nous permettre d'avoir cette automatisation intégrée aux chaînes de build pour pré-mâcher le travail un peu parajuridique d'interprétation de qu'est-ce qui pose problème, potentiellement problème, et qu'est-ce qui est bon. J'essaye de parler, oui. J'en profite pour rebondir. Il n'est pas là, mais en tout cas dans l'esprit et la pensée, il est avec nous. Partager quelques réflexions qui ont été apportées aussi par Philippe Launay, donc de Lectra, qui est le dernier des partenaires qui figurait sur la toute première slide. En fait, à l'identique, c'est-à-dire que pour eux, Hermine, ça a été la possibilité. Ils avaient mis en place déjà cette OSPO, ils avaient mis en place une démarche, mais c'était aussi la façon pour eux de pouvoir fournir au service juridique. Je lis en même temps les notes qu'il m'a transmises. La possibilité de gérer les licences open source utilisées, ce qui revient à ce qu'on vient de dire, de pouvoir de stocker de manière structurée les licences, les obligations qui étaient portées par ces licences et les statuts juridiques attribués à chacune des licences. Et enfin, parce que je pense que c'était une manière d'utiliser Hermine qui est très, très proche de ce que vient d'évoquer Lucien, de fournir au pipeline d'intégration, toute la démarche de CI continue, la possibilité de détecter les obligations exécutées et d'automatiser cette exécution. En fait, on est quand même dans une approche aujourd'hui où quand on fait la conformité, on ne peut plus le faire à la main comme on faisait auparavant. On est obligé d'automatiser les choses, on est obligé de pouvoir réunir le plus rapidement possible, de la manière la plus exacte possible, un maximum d'informations, et de pouvoir rectifier ce qui doit l'être, parce que tout n'est pas parfait, et de telle manière ensuite en tirer les bonnes obligations et pouvoir exécuter les obligations en question. Et c'est vraiment l'objectif qu'on s'est donné au travers d'Hermine. Notre objectif était d'être court pour ensuite avoir un temps pour les questions. Donc le projet aujourd'hui, il est disponible sur le GitLab qui figure derrière moi. C'est bien le cas. Le code source est sous licence Affero GPL. Vous l'avez compris, il y a cette démarche qui est un outil qu'on peut utiliser via des API, qu'on peut intégrer donc la chaîne de développement continu. Il y a aussi une base, donc un outil qu'on peut utiliser via une interface graphique pour ceux qui sont plus à l'aise. Et c'est aussi une manière de réunir les profils juridiques et les profils techniques autour de ce sujet de la conformité. Chacun a un usage différent des outils. Et enfin, il y a une base de données qui est aussi relativement importante, qui traite notamment de l'interprétation des différentes obligations tirées de l'ensemble des licences open source qui sont analysées et partagées, mais aussi de l'ensemble du code qui est analysé. Et donc, c'est ce tout qu'on produit de manière communautaire et collaborative, qu'on partage sur le GitLab du projet. Et c'est qu'une première version, donc ça fait 1 an qu'on est dessus. Il y avait tout un travail pour préfigurer déjà et organiser ce projet tel qu'on vous l'a présenté. C'est complètement ouvert, ça en gros, en surligné en jaune, parce qu'on avait fait la remarque qu'on n'avait pas suffisamment affiché cette démarche ouverte et inclusive d'Hermine. Voilà. Donc on a 5 minutes pour les questions, si on est bon dans le timing. Je passe le micro. Merci. Bon, tout d'abord, bravo pour le travail réalisé et puis pour le fait de réunir une communauté autour de ce logiciel-là qui me semble forcément génial. J'ai 2 questions. La première, donc forcément, elles sont plutôt pour toi, Benjamin. Est-ce qu'il y a un modèle économique à venir, du coup, avec des usages peut-être plus avancés au cours des prochains mois, des prochaines années? Et est-ce que... première question. Et deuxième question, il y a aussi un enjeu sur la conformité qui est la comparaison avec des bases de code existantes. Est-ce que le travail que vous avez réalisé, ça appelle pas, par exemple, des partenariats avec le projet Software Heritage qui permettrait en fait d'avoir ces premiers éléments de compréhension quand on audite le code, savoir si en fait on n'a pas embarqué potentiellement des licences open source, mais aussi d'autres types de composants? Je réponds rapidement sur le premier enjeu économique. Si justement les utilisateurs finaux sont là, c'est que le but
est vraiment que la communauté soit constituée de tous les utilisateurs d'Hermine et qui, en ayant ce besoin d'avoir un outil pour gérer leur processus de conformité interne, participent à la communauté et pérennisent le projet. Nous, notre rôle, je ne me suis même pas présenté en tant que président fondateur du cabinet Inocube. Notre rôle, c'est juste de passer le bébé à la communauté. Et donc, il n'y a pas de modèle économique consacré. De toute façon, on n'est pas du tout dans une logique de SaaS ou quoi que ce soit autour d'Hermine. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, justement, parce qu'on est dans une approche communautaire, des acteurs comme Software Heritage, on est déjà en discussion avec eux et pour voir comment interfacer avec leur base de code. Donc oui, de toute façon, on est vraiment dans une approche ouverte. On a évoqué quelques autres projets communautaires avec lesquels on s'interface. C'est l'esprit du projet. Il y a encore le temps pour une autre question, je pense. On va finir en avance. Tout d'abord, merci. Et effectivement, c'est un projet qui est très très intéressant, d'autant plus que je suis juriste, donc évidemment, ça me parle beaucoup. Et justement, question de juriste, en fait, c'est plutôt pour savoir, en fait, une fois que la solution est implémentée, quand est-ce que les juristes interviennent en fait dans le run? En fait, ils interviennent dans la communauté, ils interviennent de façon proactive, ils sont pingés. Comment ça, juste pour savoir comment ça s'interface. Bon, là, c'est qu'un début de réponse. Hein. Le projet, ça fait 1 an. On est en train de mettre en place toutes les briques. C'est en place. Ça y est, c'est le cas. Sur l'intervention des juristes, elle est en amont, effectivement, pour la première base de licence interprétée. Il y a ensuite toute la mise à jour et l'évolution de cette base en question. Là, c'est vraiment pour la dimension projet, collectif, partagé. Et ensuite, au sein de chaque organisation, ça dépend beaucoup des process qui sont mis en place par chaque OSPO. Donc là, je fais un pas de côté, mais... Non, mais oui, c'est ça, tout à fait. En fait, pour une fois, on a une communauté open source qui est une communauté de juristes aussi. Donc, on va continuer de travailler ensemble régulièrement quand il y aura des nouvelles licences pour les étudier ensemble. Mais après, l'outil, hein, c'est pas du SaaS quoi que ce soit, il est mis en interne dans chaque entité. Et c'est aux directions juridiques de mettre en place les barrières dans l'outil pour dire, par exemple, vulgairement, les MIT, on les accepte systématiquement. Donc c'est à nous de paramétrer l'outil avec l'aide des techs et de dire, par contre, à chaque fois qu'il y a telle typologie de licence, forcément, ça doit repinguer au service juridique. On peut encore prendre une question, je pense. 2 minutes. Je vais faire vite parce qu'il y a une deuxième question juste après. En termes de niveau de maturité, si vous deviez estimer ici les ambitions sur les fonctions de base, puis les fonctions espérées, avancées, si jamais vous avez en tête, on est à quel... il y a 1 an, hein, donc c'est tout jeune, mais il y a quel grand jalon sur une portée de tir à 3 ans? Vous voulez répondre? C'est peut-être intéressant. Comme vous le dites, hein, on est là depuis 1 année à travailler ensemble. Et le gros du travail sur cette année, tout à l'heure on parlait de Rex, hein, mais le gros travail de cette année a été déjà de parler un langage commun, parce que ça paraît pas comme ça. Mais quand on voit toutes ces entreprises, alors je ne parle pas du fait qu'on vienne de domaines différents, hein, c'est pas du tout ça le sujet, mais finalement on travaille en 3 groupes, mais même les juristes entre eux, moi qui ne suis pas juriste, on pourrait s'attendre à que les juristes ils parlent juriste. Non. Et chacun a sa vision, chacun a sa façon de voir. Donc il y a eu on ne peut pas se cacher, on est transparent, hein, il y a eu un gros travail sur cette année, de se comprendre mutuellement et de là où on veut aller. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est là aujourd'hui. Donc on a fait tous un petit peu cet effort de voir comment et de comprendre, plus après l'outil, c'est-à-dire l'aspect technique, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on ne peut pas aller. Donc ça a été le gros travail. Et je pense que c'est ça le plus difficile, c'est-à-dire arriver à s'organiser, arriver à ce que les juristes se parlent, se comprennent et puissent se rebalancer, c'est pas très joli comme mot, mais finalement c'est ça, côté technique les choses, que les techniciens aussi aient des idées et puissent les modéliser dans le métier du juriste. Donc tout ce travail-là, c'est 80% pour moi du travail de cette année. Et je pense que c'est ça le plus difficile. Mais vraiment, si on est là encore aujourd'hui, 1 an après, et que le projet n'est pas mort, c'est parce qu'on est arrivé à ça. Et donc, en tout cas, nous, et je sais que c'est le cas de tout le monde,
on est très confiant sur une accélération après, parce qu'une fois qu'on sait les bases, on va pouvoir amener du plus. Chacun va l'implémenter comme il entend. Il y aura des implémentations différentes, mais le plus va se générer de lui-même parce qu'on parlera le même langage. Ça ne veut pas dire, et comme ça j'insiste, tu l'as mis en jaune, qu'il faut que ça se limite aux gens qui sont là. Il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Justement, tout ce travail qui a été fait pendant 1 an, là, maintenant on est mieux à même d'accueillir des nouvelles personnes parce qu'on sait là où ça va gratter, là où ça va frictionner, et donc on va pouvoir répondre beaucoup mieux. Ouais. Merci. Termine. Juste une dernière chose, et en plus, ça a eu un impact, en tout cas pour Enedis, dans l'entreprise, hein, parce que ça fédérait les différents acteurs, juristes, OSPO, métiers. Il y a toute une communauté en interne, hein, qui s'est montée et qui travaille de plus en plus ensemble. Donc c'est aussi au-delà de l'outil, de l'outillage, de la communauté, c'est aussi l'impact que ça peut avoir en interne. Donc, très positif. On n'a plus le temps pour les questions, mais je vais en poser moi une dernière. Comment on fait pour vous joindre? Comment on fait pour vous joindre, en fait, si on veut vous rejoindre? Concrètement, c'est quoi? Il y a un mail, il y a un contact? C'est une bonne remarque. C'est pas sur la slide. hermine-foss.org, il y a tout dessus. Ok. Merci. Comme ça, on finit là. Je suis désolé pour les questions.